Bonsoir, Madame Zlatan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est une tragédie qui a fait que vous êtes devenue maintenant la figure emblématique d'un mouvement pour déradicaliser ces jeunes, des enfants de la République qui tuent d'autres enfants de la République. C'était important pour moi quand j'ai perdu mon fils et j'ai beaucoup souffert. Ces 4 jours, c'était une souffrance énorme parce que on était un peu oubliés et je voulais fonder cette association pour la mémoire de Ahmed, la mémoire de mon fils. C'est très important. Et quand j'ai créé cette association 40 jours après l'assassinat de Ahmed, je suis retournée à Toulouse parce que je voulais savoir un peu où il est mort mon fils. C'était important pour moi parce que j'avais un fils qui était très proche de moi. C'était plus qu'un fils, un ami, un confident. Et j'ai dit peut-être avant de mourir, il m'a laissé quelque chose, mon fils. Et je suis allée sur le lieu et j'ai rien trouvé à part les traces de sang. J'ai crié très fort, un cri d'une mère en souffrance. C'est quelqu'un qui peut m'entendre. C'est une voiture qui peut s'arrêter. J'avais personne. Vous étiez seule? Seule. Là où il est tombé sous les balles? Là où il est tombé, oui, tout à fait. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai dit, je dois y aller voir qui il était, Mohamed Marrah. Pourquoi ce jeune de 23 ans, autant de haine, de tuer 7 victimes gratuitement? Et je me suis trouvée dans son quartier. Et j'ai tombé sur un groupe de jeunes et j'ai posé la question, savez-vous où il habite Mohamed Marrah, s'il vous plaît? 1 fois, 2 fois. Et un jeune est sourié et me dit, mais madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux. Mohamed Marrah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. Et moi, j'étais en face de ces jeunes. Et je dis, mon Dieu, c'est... Et je me suis présentée. Et tous ces jeunes m'ont cerclée et je croyais que je vais passer. Et ce jeune, il m'a pris dans les mains et m'a dit, madame, on est désolé. On est vraiment désolé, madame. Vous êtes courageuse de venir jusqu'à ici, de chercher l'assassin de votre fils. Et je regardais ces jeunes dans leurs yeux, une souffrance énorme. Et ce jeune, il me dit, mais regardez où on habite, madame. Regardez vous-même. On est comme des rats enfermés ici. Et quand les rats sont enfermés, ils deviennent orageux. Et là, ils sortent, ils font du ravage dans la société. Voilà ce qu'on est, madame. Parce que la République, nous a oubliés. Et moi, j'ai dit, ces jeunes, ils ont besoin d'aide, c'est pas possible. Alors, j'ai fondé cette association, mais je ne savais pas comment travailler. Eux, ils m'ont ouvert, ils m'ont dit, voilà, on est là. Et je dis, au lieu de créer une association pour les victimes, il y en a déjà. Je voudrais aider les gens qui, eux, écrivent des victimes. Et je dis, c'est là qu'il faut tendre la main à cette jeunesse. Eux, c'était l'origine de ma souffrance, mais moi, je vais tendre la main. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec cette jeunesse. Et pourtant, Ahmed était un militaire. La République ne l'avait pas abandonné, lui. Oui, parce que... Comment c'est-il qu'il y a deux façons? Parce qu'il y a l'éducation. Moi, j'ai protégé mes enfants. Moi et mon mari, on a tout fait pour réussir nos enfants. Pour que nos enfants, ils manquent de rien. De l'amour, de l'éducation, des valeurs et de la réussite. Mohamed Marrah, il n'avait pas cette chance qu'il avait, mes enfants. Mohamed Marrah, il était abandonné de sa famille. Il a vécu dans les foyers. Il était livré à lui-même. On ne peut pas comparer Ahmed avec Mira. C'est 2 jeunes différents. Est-ce que vous croyez que ces jeunes djihadistes mènent un combat politique et ou religieux? Moi, je pense que ni politique ni religieux, je pense que cette jeunesse, il est très fragile, très sensible, et on ne les écoute pas suffisamment. Un jeune, je pense, on doit l'écouter. On doit, comme on peut, tendre la main pour l'aider. Aujourd'hui, moi, quand je demande de l'établissement scolaire, je vois beaucoup de souffrance.
Quand un jeune vous dit « je ne rêve pas, j'ai pas d'espoir », c'est grave. Qu'est-ce que vous leur dites? On doit avoir l'espoir, on doit rêver. Mais ils vous répondent « je ne peux pas rêver quelque chose que je ne peux pas l'avoir ». Vous êtes une musulmane, pratiquante, vous portez le voile. Est-ce que votre message à ce moment-là, à l'endroit de ces jeunes, est plus crédible parce que vous êtes de la même religion? Je ne pense pas question de la même religion. C'est vrai que je suis beaucoup à l'écoute, beaucoup respectée, parce que certains jeunes, ils me voient comme une mère pour eux. Parce que ça me donne plus de courage. Vous savez, quand vous avez dans l'établissement et un jeune il vous dit « on est tous des Ahmed, madame, aidez-nous, on est là pour vous ». Oui, parce que vous les rencontrez aussi, c'est radicalisé dans les prisons. Tout à fait. Souvent, ils sont là pour la délinquance de droit commun. On les identifie et définit souvent comme radicalisés. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, à vos yeux, radicalisés? Quels sont les symptômes, au fond? Moi, je vois le symptôme, c'est que, vous savez, quand un jeune, surtout quand on arrive à l'âge de 15-16 ans et il ne sait pas qui il est, il n'a pas réussi, il est mal aimé, il est mal accompagné, il est enfermé en lui-même. Vous savez, cet âge-là, c'est très fragile. On peut tomber tout de suite dans cette secte terrorisme, parce que la fragilité, et s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'accompagnement, l'enfant, il est complètement livré à lui-même. Et c'est là qu'on prend cette fragilité de ce jeune. Il dit, tu n'es pas utile ici, on peut te ramener ailleurs. Et ce jeune, le vide qu'il a à l'intérieur, il le remplit facilement avec de la haine, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça que je dis, il faut ouvrir cette cité, il faut ouvrir ces ghettos, il faut donner la chance à cette jeunesse, parce que c'est elle l'avenir de demain. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore beaucoup de Mohamed Merah en France? Oui, hélas, oui. Et comment, justement, le 13 novembre a été très, très pénible à vivre pour vous? C'était trop dur. C'est quelque chose qui m'a arraché l'intérieur. Ça me fait le même jour que j'ai perdu mon fils. J'ai pensé à tous ces familles. Comment ils vont vivre? Comment ils vont supporter ces douleurs? Et c'était trop dur pour moi. Parce que je sais, vous savez, quand on perd un fils, c'est très difficile. Très dur à monter cette douleur. Parce que la douleur, elle sera constante. On ne peut pas tourner la page. C'est pas vrai. Et votre engagement, au fond, c'est votre raison de vivre maintenant? Parce que c'est inspiré par votre fils. Mon engagement, vous savez, quand vous avez un fils qui se refuse de mettre à genoux, il est mort de Ahmed. Ah oui. Alors, il était courageux. C'était un soldat. C'était un enfant qui était élevé avec beaucoup de respect. Alors, il n'a pas voulu se baisser devant son bourreau. Il est mort de Ahmed. Et c'est pour ça, il m'a laissé ce message à moi. Il a laissé le message au monde entier. Et je dis, j'ai pas le droit de baisser les bras. Avez-vous le sentiment d'avoir réussi à sauver quelqu'un déjà? Oui, j'ai sauvé deux jeunes convertis, que j'ai travaillé 6 mois avec eux. 6 mois, c'était très dur, parce qu'un converti, c'est plus dur qu'un jeune musulman. Ah bon? Oui. Parce que, vous savez, quand on apprend quelque chose, on a des mal à la retirer, parce qu'il rentre bien dans la tête. Donc, c'était pas du tout des musulmans? Non, un converti. Des gens de banlieue, des gens... Non, un converti, un jeune chrétien qui devient musulman. Ces jeunes convertis répondaient à l'appel de Daesh? Oui. Et non pas du Coran ou de la religion? Pas du tout, parce que ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que l'islam, c'est un islam d'amour, un islam de tolérance, un islam de partage, un islam de respect. C'est pas un islam de faire ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas tuer quelqu'un froidement et puis on dit Allahu Akbar, Dieu est grand. Sauf que dans ce cas-ci, ça a comme conséquence, et vous me direz, si ça se pose en France, de stigmatiser les musulmans comme non, ces attentats. Oui, parce que malheureusement, aujourd'hui, l'islam est devenu en France une identité. Il est devenu une nationalité, parce que c'est plus une religion comme l'autre. Daesh exporte sa guerre ici?
Daesh il fait beaucoup de mal, hein. Il récupère nos jeunes fragiles, des jeunes filles, de garçons. Et je vous dis, c'est pour ça qu'on doit être plus fort que lui. Mais vous parlez courageusement, vous, sur la place publique, au risque peut-être même de recevoir des menaces. Est-ce que certains se disent, on vous a sûrement posé la question déjà, disent qu'il faudrait que les musulmans aussi parlent haut et fort. Il y a des gens qui s'attendent à ce que les musulmans parlent haut et fort contre la radicalisation. Je pense que on ne peut pas dire que les musulmans ils doivent parler parce que moi je me sens plutôt citoyenne. L'islam c'est une religion. On ne peut pas dire sortez les musulmans, dire c'est pas ça l'islam. D'abord on est citoyen, on est français, républicain et l'islam c'est personnel. Vous travaillez sur le terrain, dans les écoles, dans les prisons, mais quels sont les autres moyens pour contrer cette radicalisation? Les moyens, c'est d'écouter un jeune. C'est important. Pourquoi la France plus qu'ailleurs pour le moment? Parce que la France, elle a fait beaucoup de ghettos. C'est ça qui fait beaucoup de mal. De ghettos? Des ghettos, oui. Vous savez, quand quelqu'un qui va passer à l'acte ou qui devient un terroriste, si on le fait dans la prison, il va en périr. Mais il y a des soins, on peut le soigner. Il y a des centres pour ça. Parce que les prisons sont des lieux aussi de radicalisation, non? Le prison, ouais. C'est le cœur. C'est le cœur qu'on devient un terroriste dans les prisons. Parce que je vous dis, quand un prisonnier qui fait des bêtises quiconque, et on le met dans la cellule, ils sont à 5 dans la cellule. S'il ne veut pas sortir, on ne l'oblige pas à sortir. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Il devient un monstre. Et quand ils sortent, c'est un danger pour la société. Est-ce que la manière de vivre ensemble entre musulmans et non-musulmans a changé à la lumière de ces attentats? Le vivre ensemble aujourd'hui, je pense, d'aller vers l'autre, le regard, il est important. Et quand on regarde quelqu'un avec notre cœur, il y a le sourire. Et on peut dialoguer facilement. Et là, on peut faire la pas vers l'autre. Et le vivre ensemble, il commence comme ça. Merci beaucoup, Mme Ziaten. Merci à vous. Bon courage à vous. Merci.